D'abord, je voudrais remercier Patrick Boucheron et Romain Bertrand de m'avoir invité à commenter des commentaires sur mes commentaires sur Le Monde. C'est très stimulant de voir qu'on est quasiment transformé en un personnage d'encyclopédie par cette espèce de sacralisation du séminaire. Je vais essayer d'échapper à cette sacralisation. Et je voudrais revenir sur ce que Romain, vous disiez tout à l'heure à propos de les deux bornes de mon enseignement, qui a commencé par Humboldt et qui termine par Goethe. Effectivement, deux personnages qui sont à la fois très proches et très lointains. Et je voudrais dire pourquoi tous ces personnages du cercle d'Iéna m'ont paru fascinants. C'est qu'à l'époque, on a le sentiment que rien n'était stabilisé, rien n'était fixé. On était vraiment dans les frémissements d'une connaissance du monde qui se déployait dans des directions très différentes. Il n'y avait pas encore de sciences constituées. Oui, il y avait les débuts de l'histoire, sans doute, mais aucune des sciences sociales n'existait. Les sciences de la nature étaient encore, en dépit de la tradition de taxinomie, de paléontologie, etc., qui commençait à peine à émerger, encore balbutiante. Et ces frémissements initiaux, en somme, que j'ai, avec nostalgie, cherché à retrouver en essayant d'inscrire non pas mes pas dans les pas de ces géants, mais dans les pas tâtonnant, en quelque sorte, si on peut dire, de cette période. Il y a une autre période que je trouve très intéressante aussi, toujours en Allemagne, au début du XXe siècle, qui réunit des personnages dont certains sont maintenant pas très connus, comme Max Verworn, qui était un spécialiste de physiologie, mais qui a écrit sur l'origine de l'art préhistorique, Warburg, bien sûr, Cassirer, Brunswick, qui était un cristallographe, qui a créé le musée d'ethnographie de Heidelberg, et qui est en même temps un théoricien de la musique. Une diversité, au fond, dans les talents et dans les intérêts. Là encore, alors que les sciences se sont déjà plus ou moins constituées, mais qui permet une audace qu'il est quelquefois difficile de retrouver par après. Alors, il y a un autre personnage toujours dans mon panthéon personnel, qui a eu cette audace, c'est Gregory Bateson, qui commence comme ethnographe, ethnologue en Nouvelle-Guinée, et qui, à travers l'étude d'un rituel de mascarade, découvre en fait quelque chose de très important qui est la schismogénèse, c'est-à-dire le fait que les interactions entre deux personnes sont renforcées par le renforcement du comportement l'un vis-à-vis de l'autre et donc finissent par stabiliser des formes d'attitudes qui deviennent cristallisées dans des attitudes culturelles. Mais qui, s'intéressant au comportement, se dit il n'y a pas que les Yatmouls de Nouvelle-Guinée, il y a aussi les dauphins, il y a aussi les malades mentaux dans les hôpitaux, il y a aussi la cybernétique, etc., qui, avec une audace extraordinaire, tout au long de sa vie, a exploré des voies différentes. Et c'est un rêve, au fond, de pouvoir faire cela. Et c'est pour ça que cette période du cercle d'Iéna m'a paru extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu mentionner deux de ces personnages qui, pour moi, ont joué un rôle important parce que vous l'avez bien dit, au fond, Humboldt, c'est à la fois le grand théoricien, l'étude de la géographie des altitudes et des différents étages écologiques, etc. C'est en fait, bien avant Haeckel, c'est le père de l'écologie moderne. On dit que c'est le père de la géographie, mais plus généralement, c'est le père de l'écologie. Et en même temps, il écrit aussi fort bien, dans Cosmos en particulier, il décrit les rencontres qu'il fait au jour le jour. Il accorde la même importance à un palmier qu'à un Amérindien qui est devant ce palmier. Enfin, tout au fond vaut la même chose. C'est donc le premier à avoir donné un statut absolument égal aux humains et aux non-humains.
Et donc il est dans les deux registres, de la même façon que Goethe est à la fois le grand poète, le grand dramaturge, et puis aussi ce théoricien de la morphogénèse, qui pour moi joue un rôle très très important, parce que par de la nature et culture, je le vois comme une forme d'application au fond de ce développement d'un noyau initial, qui est une hypothèse en quelque sorte structurale. C'est pas une Urpflanz, c'est un groupe de transformation au sens de Lévi-Strauss, mais qui en plus après peut se déployer en une série de variations dont il est intéressant d'examiner ce qu'elles peuvent nous apprendre au fond sur les différentes façons d'utiliser le monde. Et donc c'est au fond, c'est cette double aptitude que je vois et chez Humboldt et chez Goethe, que je trouve extraordinaire et qui, d'une certaine façon, signale le travail de l'anthropologue. C'est à la fois un descripteur, c'est vrai, là je ne me souvenais plus que j'avais parlé de description, la sagacité de la description, et qui en même temps joue, c'est vrai qu'il est à lui-même son atelier, et joue sur les situations dans lesquelles il se trouve, parce qu'au fond, il n'y a pas de protocole d'enquête. Au fond, le type de travail que l'historien mène dans la critique des sources, etc., nous, c'est la critique, au fond, de notre situation, qui est l'équivalent de la critique des sources. Et donc, et cette critique des situations, au fond, elle aboutit à admettre que c'est très souvent le hasard qui nous a placés dans telle ou telle situation, qui va nous conduire à infléchir quelque chose qu'on va percevoir comme une situation caractéristique, tout simplement parce qu'on était là au bon moment et qu'on l'a observé. Alors, c'est la même chose avec les archives aussi. Les archives retiennent certaines choses et pas d'autres. Mais ce mouvement, il n'a pas la distance que les historiens mettent, et qui est la distance vis-à-vis du document écrit, parce que c'est un retour sans cesse sur soi-même, et on ne peut pas faire sans cesse ce retour sur soi-même. Alors, donc, il est effectivement un témoin, un testis unus, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a plus maintenant dans le monde de population qui n'ait pas été étudiée un grand nombre de fois par un grand nombre d'ethnologues. Et donc, c'est la répétition ou la superposition, ou la coïncidence de subjectivités diverses ou d'approches subjectives diverses qui permet de reconstituer quelque chose comme une forme de réalité. Alors, je ne sais pas si on peut en dire autant de l'histoire, mais au moins ça permet d'échapper à une subjectivité sous la forme, au fond, de l'argument d'autorité que dénonce Writing Culture. Oui, bien sûr, la rhétorique, elle est là, on la connaît tous. Ça n'empêche que le produit de cette rhétorique peut continuer à travers par-delà les décennies à évoquer quelque chose. Moi, je suis un grand lecteur de l'ethnographie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Des grands ethnographes, je pense évidemment à l'école américaine, de la Smithsonian, à tous ces grandes ethnographies des Amérindiens d'Amérique du Nord menées par les ethnographes de la Smithsonian. Je pense à la Jesup Expedition, c'est-à-dire à ces ethnographes qui ont été sous la houlette de Boas, se sont intéressés aux deux côtés du détroit de Bering. Il y a des ethnographies, notamment d'ethnographes russes, absolument extraordinaires. Certains d'entre eux, d'ailleurs, avant, étaient des exilés, c'est-à-dire ils étaient des proscrits. Comme il fallait bien occuper leur temps dans les longues nuits sibériennes, ils se sont mis à faire des descriptions ethnographiques. C'est d'une finesse et d'une originalité. Au fond, toutes les questions que Writing Culture pose, ces gens-là se les posent déjà à la fin du 19e siècle. Donc c'est pas d'une grande nouveauté de ce point de vue-là. Alors, bon, juste un dernier mot sur Doorn. J'étais au Vietnam il n'y a pas très longtemps, et on m'avait invité, mais l'une des raisons pour lesquelles j'étais content d'y aller, c'est que je voulais aller non pas directement sur les traces de Doorn, parce que je n'ai pas été chez les Jorai, mais j'étais dans une communauté thaï du Nord
près de la frontière chinoise. Mais je voulais retrouver un peu ce qui m'avait séduit chez Dournes, justement. Ces grandes maisons sur pilotis, avec les rizières, les buffles, les choses comme ça. Ça existe toujours. Donc ça m'avait fasciné. Et Dournes, au fond, il avait cette liberté extraordinaire. J'ai beaucoup discuté avec un collègue de l'école française d'Extrême-Orient à Hanoï, qui est devenu un peu un spécialiste de Dournes et qui a écrit deux livres sur Dournes et qu'il a un peu connu. Moi, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Et c'était un écorché vif complet. Peut-être, au fond, que c'est une nécessité, je terminerai là-dessus, pour un anthropologue d'être un écorché vif, c'est-à-dire on n'est jamais bien nulle part, et on n'est certainement pas bien chez soi, et on n'est pas bien chez les gens chez qui on va. Et donc c'est un inconfort qu'on transforme en un outil de connaissance, c'est-à-dire c'est la distance et l'écart qui existe entre sa communauté d'origine et sa communauté temporairement d'adoption, qui permet au fond peut-être de créer une étincelle de connaissance qui peut être pertinente. Voilà.